Bonjour et bienvenue dans cet exercice sur la composition d'atomes et des ions monoatomiques. Et voici l'énoncé de l'exercice. L'atome de fluor naturel F comporte 9 protons et 19 nucléons. Et l'atome de zinc Zn le plus abondant comporte 30 électrons et 34 neutrons. Première question de l'exercice. Calculez le nombre de neutrons N du fluor et donnez sa représentation symbolique. Deuxième question. Déterminez le numéro atomique Z et le nombre de masse A de l'atome de zinc et donnez sa représentation symbolique. Et troisième et dernière question. Donnez la composition des ions F- et Zn2+, c'est-à-dire précisez le nombre de protons, le nombre de neutrons et le nombre d'électrons pour chaque ion. Tu peux mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver les bonnes réponses. On revient pour la correction dans 10 secondes. C'est parti donc avec la correction de l'exercice et on démarre avec la première question. On a le nombre de neutrons N correspond au nombre de masse A moins le numéro atomique Z, c'est-à-dire le nombre de nucléons moins le nombre de protons. Pour l'atome de fluor, le nombre de neutrons N correspond alors à 19 moins 9, ce qui donne 10 neutrons. Et la représentation symbolique du fluor s'écrit F 919, 9 étant le numéro atomique Z, c'est-à-dire le nombre de protons, et 19 étant le nombre de masses, c'est-à-dire le nombre de nucléons. Deuxième question. Dans chaque atome, il y a autant de protons que d'électrons, car l'atome est globalement neutre. Donc pour l'atome de zinc, le numéro atomique Z est égal à 30, car l'atome de zinc comporte 30 électrons. Le nombre de masse A correspond au nombre de nucléons, c'est-à-dire protons et neutrons ensemble. Donc pour l'atome de zinc, A est égal à 30 protons plus 34 neutrons, ce qui donne 64. Ainsi, la représentation symbolique de l'atome de zinc s'écrit Zn 3064. Troisième et dernière question. Voici la composition de l'ion F-. L'ion F- est le résultat d'un atome de fluor ayant gagné un électron. Du coup, F- aura le même noyau que l'atome de fluor, donc 9 protons et 10 neutrons. En revanche, l'ion F- comporte 10 électrons. Voici la composition de l'ion Zn2+, qui est le résultat d'un atome de zinc ayant perdu 2 électrons. C'est donc 30 protons comme l'atome de zinc, 34 neutrons également, mais 28 électrons. Bonjour et bienvenue dans cet exercice sur les tests d'identification des ions en solution. Et on commence par l'énoncé de l'exercice. On verse quelques gouttes de soude dans deux solutions A et B. Deux précipités se forment comme montré sur le schéma. Première question de l'exercice. Donnez le nom et la formule chimique de l'ion présent dans la solution A. Deuxième question de l'exercice. Donnez le nom et la formule chimique de l'ion présent dans la solution B. Et troisième et dernière question de l'exercice. La solution C contient deux ions chlorure Cl-. Quelle couleur aura le précipité qui se formera si on ajoute du nitrate d'argent? Tu peux mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver les bonnes réponses. On revient pour la correction dans 10 secondes. C'est parti donc avec la correction de l'exercice et on démarre avec la première question. On a versé quelques gouttes de soude dans la solution A. Et le précipité formé dans cette solution est de couleur verte. L'ion présent dans cette solution est alors l'ion Fer2 de formule chimique Fe2+. Deuxième question. On a versé quelques gouttes de soude dans la solution B. Et le précipité formé dans cette solution est de couleur bleue.
L'ion présent dans cette solution est alors l'ion cuivre 2 de formule chimique Cu2+. Troisième et dernière question. Puisque la solution C contient de l'ion chlorure, en y ajoutant du nitrate d'argent, il va se former un précipité blanc qui noircit à la lumière. Bonjour et bienvenue dans cet exercice sur les solutions acides, les solutions basiques et la notion de pH. Et on commence par l'énoncé de l'exercice. En utilisant un pH-mètre, on a mesuré le pH de 3 solutions ABC comme indiqué sur le schéma. Première question de l'exercice. Déterminez là où les solutions acides et là où les solutions basiques. Deuxième question de l'exercice. Quelle solution contient ou contiennent plus de H+ que de HO-. Troisième question de l'exercice. Quelle est la solution la plus acide? Et quatrième question de l'exercice. La dilution de l'une de ces solutions conduit à la baisse de son pH. Laquelle? Tu peux mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver les bonnes réponses. On revient pour la correction dans 10 secondes. C'est parti donc avec la correction de l'exercice et on démarre avec la première question. Les solutions acides ont un pH inférieur à 7. Du coup, on a deux solutions acides, la solution A et la solution C. Les solutions basiques ont un pH supérieur à 7 et par conséquent, on a une solution basique, c'est la solution B. Deuxième question. Les solutions qui contiennent plus de H+ que de HO- sont les solutions acides. Ce sont alors la solution A et la solution C. Troisième question. Entre solutions acides, plus la valeur de pH est petite, plus la solution est acide, c'est-à-dire plus l'acidité augmente. En comparant la valeur de pH entre la solution A et la solution C, on peut conclure que la solution la plus acide est la solution C, car elle a le pH le plus petit. Quatrième et dernière question. En diluant une solution acide, son pH augmente en s'approchant de 7. Et en diluant une solution basique, son pH diminue en s'approchant de 7. La solution dont la dilution conduit à la baisse du pH est la solution B, car elle constitue la seule solution basique. Bonjour et bienvenue dans cet exercice sur la masse volumique. Et on commence par l'énoncé de l'exercice. La masse d'une pièce en argent vaut 189 grammes alors que son volume est égal à 18 cm3. Première question de l'exercice. Calculez la masse volumique de l'argent. Deuxième question de l'exercice. Calculez la masse d'un lingot d'argent de volume 13,81 cm3. Troisième question de l'exercice. Calculez le volume d'un lingot d'argent de masse 272 grammes. Tu peux mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver les bonnes réponses. On revient ici pour la correction dans 10 secondes. C'est parti donc avec la correction de l'exercice et on démarre avec la première question. La masse volumique d'un corps donné est définie par le quotient masse du corps divisé par le volume du corps. Du coup, la masse volumique de l'argent est égale à la masse de l'argent divisé par le volume de l'argent. On remplace par les valeurs numériques, c'est 189 grammes divisé par 18 cm3, ce qui donne 10,5 grammes par cm3. Deuxième question. Comme la masse volumique ρ est égale à m sur v, alors la masse m est égale à ρ fois v. Par conséquent, la masse de l'argent est égale à la masse volumique de l'argent fois le volume de l'argent. On passe à l'application numérique. C'est 10,5 grammes par cm3 qui est la masse volumique de l'argent, multiplié par 13,81 cm3 qui est le volume de l'argent.
ce qui correspond à 145 grammes. Troisième question. Comme la masse volumique ρ est égale à m sur v, alors le volume v est égal à m sur ρ. Du coup, le volume de l'argent est égal à la masse de l'argent divisé par la masse volumique de l'argent, soit donc 272 grammes divisé par 10,5 grammes par centimètre cube, ce qui donne à peu près 25,9 centimètres cubes. Bonjour et bienvenue dans cet exercice sur la description du mouvement. Et on commence par l'énoncé. On donne sur le schéma les chronophotographies de deux balles. Voici la chronophotographie de la balle numéro 1 et voici la chronophotographie de la balle numéro 2. Les flèches indiquent les sens des mouvements. Première question de l'exercice. Quelle est la forme de la trajectoire de la balle numéro 1? Deuxième question de l'exercice. Comment évolue la vitesse de la balle numéro 1 au cours du mouvement? Troisième question de l'exercice. Quelle est la forme de la trajectoire de la balle numéro 2? Quatrième question de l'exercice. Comment évolue la vitesse de la balle numéro 2 au cours du mouvement? Et cinquième et dernière question de l'exercice. Décrire par deux adjectifs le mouvement de chaque balle. Tu peux mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver les bonnes réponses. On revient pour la correction dans 10 secondes. C'est parti donc avec la correction de l'exercice et on démarre avec la première question. Les positions successives de la balle numéro 1 sont toutes alignées. Et donc, la trajectoire de la balle numéro 1 a la forme d'une ligne droite. Deuxième question. La chronophotographie correspond à une prise de photos successives à intervalles de temps réguliers. Et on constate que les positions successives de la balle numéro 1 deviennent de moins en moins espacées. Ce qui veut dire que les distances parcourues pendant le même intervalle de temps sont de plus en plus petites. Et du coup, la vitesse de la balle diminue. Conclusion. La vitesse de la balle numéro 1 diminue au cours du mouvement car les positions successives de la balle deviennent de moins en moins espacées. Troisième question. La trajectoire de la balle numéro 2 a la forme d'un cercle. Car lorsqu'on relie les positions du mouvement, on obtient un cercle. Quatrième question. Sur la chronophotographie de la balle numéro 2, on constate que l'espacement entre les positions successives est constant. Ce qui veut dire que les distances parcourues pendant le même intervalle de temps sont constantes. Et par conséquent, la vitesse est constante. Conclusion. La vitesse de la balle numéro 2 est constante au cours du mouvement car l'espacement entre les positions successives de la balle est constant. Et cinquième question. Le mouvement de la balle numéro 1 est rectiligne décéléré alors que le mouvement de la balle numéro 2 est circulaire uniforme. Pour la balle numéro 1, le mouvement est rectiligne car la trajectoire est une ligne droite et le mouvement est décéléré car la vitesse diminue. Pour la balle numéro 2, le mouvement est circulaire car la trajectoire est un cercle et le mouvement est uniforme car la vitesse est constante. Bonjour à tous et bienvenue dans cet exercice qui porte sur le calcul de l'énergie potentielle de pesanteur, l'énergie cinétique et l'énergie mécanique. Commençons alors par l'énoncé de l'exercice. À une altitude h qui est égale à 16,8 mètres du sol, un drone de masse m qui est égal à 500 grammes vole à une vitesse de 2,49 mètres par seconde. On donne l'intensité de pesanteur petit g qui est égale à 9,81 newtons par kilogramme. Première question de l'exercice, calculer l'énergie cinétique du drone.
Deuxième question de l'exercice, calculer l'énergie potentielle de pesanteur du drone. Dernière question de l'exercice, en déduire la valeur de l'énergie mécanique du drone. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver les bonnes réponses. On revient ici pour la correction dans 10 secondes. C'est parti donc avec la correction de l'exercice et on démarre avec la première question, calculer l'énergie cinétique du drone. On a la formule qui permet de calculer l'énergie cinétique. EC est égal à 1/2 fois la masse fois le carré de la vitesse. Bien entendu, il faut veiller à ce que toutes les grandeurs soient exprimées dans les bonnes unités. La masse doit être en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde. D'après l'énoncé, la masse est égale à 500 grammes. Il va falloir donc convertir la masse pour qu'elle soit exprimée en kilogrammes. La masse est égale à 500 grammes, il faut diviser donc par 1000 pour l'obtenir en kilogrammes, ce qui correspond à 0,500 kg. On n'a qu'à faire l'application numérique. EC est égal à 0,5 multiplié par 0,500 multiplié par 2,49 le tout au carré. Tout calcul fait, on trouve une énergie cinétique de 1,55 joules. Deuxième question de l'exercice, calculer l'énergie potentielle de pesanteur du drone. On a la formule qui permet de calculer l'énergie potentielle de pesanteur. EP est égal à m fois g fois h. M étant la masse, petit g l'intensité de pesanteur et h la hauteur ou bien l'altitude. Dans cette formule, la masse doit être exprimée en kilogrammes et la hauteur en mètres. On passe directement à l'application numérique. EP est égal à 0,500 fois 9,81 fois 16,8, ce qui donne 82,4 joules. Troisième question de l'exercice, en déduire la valeur de l'énergie mécanique du drone. L'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie potentielle de pesanteur et de l'énergie cinétique. On a donc EM est égal à EP plus EC. On n'a qu'à remplacer avec les valeurs numériques. C'est 82,4 plus 1,55, ce qui donne une énergie mécanique de 83,95 joules. Bonjour et bienvenue dans cet exercice sur la distance de réaction, la distance de freinage et la distance d'arrêt. Et on commence par l'énoncé de l'exercice. Un chauffeur conduit sa voiture à une vitesse de 75 km/h. Soudain, il observe un rocher à 53 mètres et décide alors de freiner. Le temps de réaction TR pour le conducteur vaut 1 seconde. Première question de l'exercice. Exprimer la vitesse de la voiture en mètres par seconde. Deuxième question de l'exercice. Calculer la distance de réaction dr. Et troisième et dernière question de l'exercice. Sachant que la distance de freinage df vaut 30,5 mètres, déterminer si le conducteur a évité le rocher. Tu peux mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver les bonnes réponses. On revient pour la correction dans 10 secondes. C'est parti donc avec la correction de l'exercice et on démarre avec la première question. Il est demandé de convertir l'unité de la vitesse. Voici comment passer de km/h à mètres par seconde ou inversement. Pour convertir des km/h en mètres par seconde, il suffit de diviser par 3,6. La vitesse de la voiture est égale à 75 km/h. C'est donc 75 divisé par 3,6 pour l'avoir en mètres par seconde, ce qui donne 20,8 mètres par seconde. Deuxième question. La distance de réaction dr est la distance parcourue par le véhicule entre le moment où le conducteur aperçoit l'obstacle et le moment où il commence à freiner. Du coup, la distance dr est égale à la vitesse de la voiture fois le temps de réaction tr, soit donc 20,8 multiplié par 1, ce qui donne 20,8 mètres. Troisième question. Pour pouvoir répondre, il est nécessaire de calculer la distance d'arrêt dA, qui est la somme de la distance de réaction et de la distance de freinage.
La distance d'arrêt DA est égale à donc 20,8 plus 30,5, ce qui correspond à 51,3 mètres. On constate que la distance d'arrêt DA est inférieure à 53 mètres, qui est la distance initiale entre le véhicule et le rocher. Le conducteur s'est donc arrêté avant le rocher et a réussi à l'éviter. Bonjour à tous et bienvenue dans cet exercice qui porte sur les caractéristiques des forces. On vous demande de compléter le tableau en donnant les caractéristiques de deux forces appliquées sur le solide ci-dessous. On a deux forces F1 et F2 représentées sur le solide à gauche. Vous avez donc à préciser le point d'application, la direction, le sens et la valeur pour chacune des forces. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver les bonnes réponses. On revient ici pour la correction dans 10 secondes. C'est parti donc avec la correction de l'exercice et on commence par les caractéristiques de la force F1. La force F1 sur le schéma est représentée par une flèche de couleur rouge. L'origine de la flèche est bien le point G, qui va donc constituer son point d'application et qui confond ici avec le centre du solide. La direction d'une force est la droite qui porte la flèche. On voit clairement sur le schéma que la flèche est verticale. Sa direction donc est verticale et pour plus de précision, on dira qu'elle est verticale passant par le point G. Le sens d'une force traduit l'orientation de la flèche et on voit clairement que la flèche représentant la force F1 pointe vers le bas. Le sens est donc vers le bas. Pour trouver la valeur de la force, on a utilisé la longueur de la flèche et l'échelle sur le schéma. La flèche a une taille de 3 cm pour une échelle de 1 cm pour 4 newtons. En faisant la multiplication 3 fois 4, la valeur de la force correspond à 12 newtons. Passons à la force F2 et commençons par son point d'application qui confond avec l'origine de la flèche, c'est donc bien le point A. La direction de la force est horizontale passant par le point A, le sens c'est vers la droite, et en utilisant l'échelle et la longueur de la flèche, la valeur correspond à 5 multiplié par 4, ce qui donne 20 newtons. Bonjour et bienvenue dans cet exercice sur le poids et la masse. Et on commence par l'énoncé de l'exercice. L'intensité de pesanteur petit g varie d'un astre à l'autre. Sur la Terre, elle vaut environ 9,81 newtons par kilogramme. Considérons deux roches A et B telles que la masse de la roche A vaut 2,08 kg. Première question de l'exercice. Calculez le poids de la roche A sur la Terre. Deuxième question de l'exercice. Le poids de la roche B sur la Terre vaut 31,3 newtons. Calculez MB, la masse de la roche B. Et troisième et dernière question de l'exercice. Le poids de la roche A sur la Lune vaut 3,37 newtons. Calculez G Lune, l'intensité de pesanteur lunaire. Tu peux mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver les bonnes réponses. La correction va être lancée dans 10 secondes. C'est parti donc avec la correction de l'exercice et on démarre avec la première question. Il est demandé de calculer le poids de la roche A sur la Terre. Le poids de la roche A est égal à la masse de la roche A multipliée par l'intensité de pesanteur terrestre. Du coup, le poids de la roche A correspond à 2,08 multiplié par 9,81. Le poids de la roche A est égal à 20,4 newtons. Deuxième question. Comme le poids de la roche B sur la Terre correspond à la masse de la roche B multipliée par l'intensité de pesanteur terrestre, alors la masse de la roche B correspond au poids de la roche B divisé par l'intensité de pesanteur terrestre. On remplace par les valeurs numériques
c'est 31,3 divisé par 9,81. La masse de la roche B est égale à 3,19 kg. Troisième question. Comme le poids de la roche A sur la Lune correspond à la masse de la roche A multipliée par l'intensité de pesanteur lunaire, alors G Lune correspond au poids de la roche A sur la Lune divisé par sa masse. C'est donc 3,37 divisé par 2,08. Tout calcul fait, l'intensité de pesanteur lunaire G Lune correspond à 1,62 Newton par kilogramme. Bonjour et bienvenue dans cet exercice sur les formes et les conversions d'énergie. Et on commence par l'énoncé de l'exercice. Lors du mouvement, une réaction chimique entre le glucose C6H12O6 et le dioxygène O2 a lieu au niveau du muscle. Il s'agit d'une transformation qui s'accompagne d'un dégagement de chaleur. Première question de l'exercice. Quelle forme d'énergie est emmagasinée dans le glucose? Deuxième question de l'exercice. Quelle forme d'énergie correspond à la chaleur? Et troisième et dernière question de l'exercice. Complétez le diagramme énergétique sur le schéma. Tu peux mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver les bonnes réponses. La correction va être lancée dans 10 secondes. C'est parti donc avec la correction de l'exercice et on démarre avec la première question. D'après l'énoncé, le glucose sert de réactif chimique au niveau du muscle. Du coup, l'énergie emmagasinée dans le glucose est l'énergie chimique. Deuxième question. La forme d'énergie qui correspond à la chaleur est l'énergie thermique. Et troisième et dernière question. Voici le diagramme énergétique du muscle. L'énergie exploitée au niveau du muscle est l'énergie chimique. Cette forme d'énergie est convertie principalement en énergie mécanique ou cinétique, mais une partie de l'énergie chimique incidente est dissipée sous forme d'énergie thermique. Bonjour à tous et bienvenue dans cet exercice qui porte sur le calcul de l'énergie et de la puissance électrique. Commençons alors par l'énoncé de l'exercice. Pour réviser ses cours, un élève s'éclaire avec une lampe de bureau. La lampe a consommé une énergie électrique de 7,2 fois 10 à la puissance 4 joules pendant 20 minutes. Première question de l'exercice, calculer en watts la puissance P de la lampe. Deuxième question de l'exercice, calculer en wattheures puis en joules l'énergie électrique qui serait transférée à cette lampe pendant une durée de 2,5 heures. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver les bonnes réponses. On revient ici pour la correction dans 10 secondes. C'est parti donc avec la correction de l'exercice et on démarre avec la première question. On a la formule qui permet de calculer la puissance. Puissance est égale à énergie divisée par temps. D'après les données de l'exercice, on a une énergie de 7,2 fois 10 à la puissance 4 joules et une durée de 20 minutes. Pour obtenir la puissance en watts, il va falloir exprimer la durée en secondes. La durée est égale à donc 20 minutes, ce qui est égal à 20 multiplié par 60 et qui correspond à 1200 secondes. On n'a qu'à passer à l'application numérique. Puissance est égale à 7,2 fois 10 à la puissance 4 divisé par 1200, ce qui donne une puissance de 60 watts. Deuxième question de l'exercice, il est demandé de calculer l'énergie en wattheures puis en joules. On a d'abord la formule qui permet de calculer l'énergie électrique, E est égal à P fois T. Si l'on souhaite obtenir l'énergie en wattheures, il est nécessaire d'exprimer la puissance en watts et la durée en heures. L'énergie est égale à donc 60 watts multiplié par 2,5 heures, ce qui correspond à 150 wattheures, ce qui peut s'écrire 1,5 fois 10 à la puissance 2 wattheures.
Comme chaque wattheure est l'équivalent de 3600 joules, pour obtenir cette même énergie en joules, on n'a qu'à multiplier par 3600. On a alors l'énergie est égale à 1,5 fois 10 à la puissance 2 multiplié par 3600, ce qui donne 540 000 joules, ce qui peut s'écrire 5,4 fois 10 à la puissance 5 joules. Bonjour et bienvenue dans cet exercice sur les lois de l'intensité et de la tension électrique. Et on commence par l'énoncé de l'exercice. Le circuit électrique schématisé comporte une pile, une lampe et un résistor de résistance R. On donne IG est égal à 0,082 ampères, I2 est égal à 0,035 ampères et U1 est égal à 10,5 volts. Première question de l'exercice. Quelles sont les valeurs des tensions électriques UG et U2? Deuxième question de l'exercice. Calculez la valeur de l'intensité du courant I1. Et troisième et dernière question de l'exercice. Calculez la valeur de la résistance R du résistor. Tu peux mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver les bonnes réponses. On revient pour la correction dans 10 secondes. C'est parti donc avec la correction de l'exercice et on démarre avec la première question. Dans ce circuit électrique, la lampe est montée en dérivation avec la pile et le résistor est monté en dérivation avec la lampe. D'après la loi d'unicité de la tension, on peut écrire UG est égal à U2 est égal à U1 est égal à 10,5 volts. On a la même tension électrique aux bornes des trois dipôles. Deuxième question. D'après la loi d'additivité des intensités, ou loi des nœuds, IG est égal à I1 plus I2. IG est l'intensité de courant qui entre dans le nœud noir, I1 et I2 les intensités qui sortent du nœud. Du coup, I1 qu'on cherche est égal à IG moins I2, soit donc 0,082 moins 0,035, ce qui correspond à 0,047 ampères. Troisième question. D'après la loi d'Ohm appliquée au résistor, U2 est égal à R fois I2. Et donc, R est égal à U2 divisé par I2. On passe à l'application numérique. R est égal à 10,5 divisé par 0,035. La résistance R correspond à 300 ohms. Bonjour et bienvenue dans cet exercice sur la résistance électrique et la loi d'Ohm. Et on commence par l'énoncé. Le circuit électrique schématisé comporte une pile débitant un courant électrique d'intensité 45 mA et deux résistors tels que la première résistance R1 vaut 0,267 kΩ. Première question de l'exercice. Exprimez l'intensité I en ampères et la résistance R1 en ohms. Deuxième question de l'exercice. Calculez U1, la tension électrique aux bornes du premier résistor. Et troisième et dernière question de l'exercice. Sachant que U2 est égal à 9,9 volts, calculez R2, la résistance électrique du deuxième résistor. Tu peux mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver les bonnes réponses. On revient pour la correction dans 10 secondes. C'est parti donc avec la correction de l'exercice et on démarre avec la première question. Il est demandé d'exprimer l'intensité I en ampères et la résistance R1 en ohms. Voici alors comment faire les conversions d'unités. Pour passer d'ampères à milliampères,
il suffit de multiplier par 1000. Et pour passer de milliampères à ampères, il suffit de diviser par 1000. Pour passer de kilo-ohm à ohm, il suffit de multiplier par 1000. Et pour passer de ohm à kilo-ohm, il suffit de diviser par 1000. Du coup, l'intensité I est égale à 45 milliampères. C'est donc 45 divisé par 1000 pour l'avoir en ampères, ce qui donne 0,045 ampères. La résistance R1 est égale à 0,267 kΩ. C'est donc 0,267 fois 1000 pour l'avoir en ohms, ce qui correspond à 267 ohms. Deuxième question. D'après la loi d'Ohm, appliquée au premier résistor, U1 est égal à R1 fois I. U1 étant la tension aux bornes du résistor et I l'intensité qui le traverse. C'est donc 267 fois 0,045, ce qui donne 12 volts. Troisième question. D'après la loi d'Ohm, appliquée au deuxième résistor, U2 est égal à R2 fois I. U2, la tension aux bornes du résistor, et I, l'intensité qui le traverse. Les deux résistors sont traversés par la même intensité car on a un circuit en série. Et donc, la résistance R2 qu'on cherche est égale à U2 divisé par I. On passe à l'application numérique. R2 est égal à 9,9 divisé par 0,045. La résistance R2 correspond à 220 ohms qu'on peut écrire 2,2 fois 10 exposant 2 ohms. Bonjour et bienvenue dans cet exercice sur la tension alternative sinusoïdale. Et on commence par l'énoncé de l'exercice. La tension alternative sinusoïdale représentée sur le schéma est caractérisée par une période T de 25 millisecondes et une tension maximale Umax de 17,4 volts. Première question de l'exercice. Quelle est la valeur de la tension minimale Umin? Deuxième question de l'exercice. Calculer la fréquence de cette tension. Et troisième et dernière question de l'exercice. Calculer la valeur de la tension efficace UF de cette tension. Tu peux mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver les bonnes réponses. On revient pour la correction dans 10 secondes. C'est parti donc avec la correction de l'exercice et on démarre avec la première question. D'après la représentation graphique, on constate que Umax et Umin sont situés de part et d'autre à deux divisions de l'axe horizontal. En effet, voici sur le schéma la tension Umax et la tension Umin. Du coup, la tension Umin est égale à l'opposé de la tension Umax. Umin est égal à moins Umax est égal à moins 17,4 volts. Deuxième question. D'après l'énoncé, la période T est égale à 25 millisecondes. On divise 25 par 1000 pour convertir en secondes. La période T est égale à 0,025 secondes. La fréquence F est égale à 1 divisé par la période T, soit donc 1 divisé par 0,025, ce qui donne 40 Hz. Troisième question. On a la formule UF est égal à Umax divisé par racine de 2. On passe à l'application numérique. UF est égal à 17,4 divisé par racine de 2, ce qui donne 12,3 volts. Bonjour et bienvenue dans cet exercice sur la propagation du son. Et on commence par l'énoncé de l'exercice. Un sonar émet des ondes sonores de fréquence 50 kHz.
Ces ondes sont réfléchies par le fond marin et sont ensuite captées par un récepteur après 0,084 secondes de leur émission. Première question de l'exercice. Exprimez la fréquence des ondes sonores en Hertz. Deuxième question de l'exercice. Les ondes sonores émises sont-elles audibles par l'homme? Justifiez la réponse. Et troisième question de l'exercice. Sachant que les ondes sonores se propagent dans l'eau à une célérité de 1500 mètres par seconde, calculez la profondeur h de l'eau. Tu peux mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver les bonnes réponses. On revient pour la correction dans 10 secondes. C'est parti donc avec la correction de l'exercice et on démarre avec la première question. Pour passer de kHz à Hertz, il suffit de multiplier par 1000. Pour faire le contraire, il suffit de diviser par 1000. Du coup, la fréquence f est égale à 50 fois 1000 pour l'avoir en Hertz, ce qui correspond à 50 000 Hertz, ou bien 5,0 fois 10 à la puissance 4 Hertz en notation scientifique. Deuxième question. Les fréquences sonores audibles par l'homme sont comprises entre 20 Hz et 20 000 Hz ou 20 kHz. Comme 50 kHz est supérieur à 20 kHz, les ondes sonores émises par le sonar ne sont pas audibles par l'homme. Il s'agit d'ultrasons. Troisième question. Pendant la durée de 0,084 secondes, les ondes sonores émises par le sonar parcourent une distance qui vaut 2 fois h. En effet, ces ondes font un aller-retour. Pendant l'aller, ils parcourent la distance h, et pendant le retour, ils parcourent la même distance h. Un aller-retour correspond donc à une distance parcourue de 2 fois h. Du coup, la durée que mettent les ondes sonores pour parcourir la distance h 0,084 divisé par 2, ce qui donne 0,042 secondes. Comme la vitesse des ondes sonores est égale à la distance parcourue divisée par le temps du parcours, soit ici la distance h divisée par ΔT qui vaut 0,042 secondes, alors la profondeur h de l'eau est égale à V fois ΔT, soit donc 1500 mètres par seconde fois 0,042 secondes, ce qui correspond à 63 mètres. Bonjour et bienvenue dans cet exercice sur l'année-lumière et les distances dans l'univers. Et on commence par l'énoncé. Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche du système solaire, est située à 4 fois 10 exposant 13 km du Soleil. L'année-lumière à elle est la distance que parcourt la lumière dans l'espace pendant une année. Elle vaut 9,47 fois 10 exposant 15 mètres. Première question de l'exercice. Exprimez la distance entre le Soleil et Proxima du Centaure en mètres. Deuxième question de l'exercice. Exprimez la distance entre le Soleil et Proxima du Centaure en années-lumière. Et troisième et dernière question de l'exercice. Combien de temps met la lumière pour parcourir la distance entre les deux étoiles? Tu peux mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver les bonnes réponses. On revient pour la correction dans 10 secondes. C'est parti donc avec la correction de l'exercice et on démarre avec la première question. On a 1 km est égal à 1000 mètres. Du coup, pour convertir des kilomètres en mètres, il suffit de multiplier par 1000. On a donc la distance entre le Soleil et Proxima du Centaure est égale à 4 fois 10 exposant 13 fois 1000, ce qui donne 4 fois 10 exposant 16 mètres. Deuxième question. On a une année-lumière est égale à 9,47 fois 10 exposant 15 mètres. Et du coup,
Pour convertir des mètres en années-lumière, on n'a qu'à diviser par 9,47 fois 10 exposant 15. On a donc la distance entre le Soleil et Proxima du Centaure est égale à 4 fois 10 exposant 16 mètres divisé par 9,47 fois 10 exposant 15. La distance entre le Soleil et Proxima du Centaure est égale à 4,22 années-lumière. Troisième question. L'année-lumière est par définition la distance que parcourt la lumière dans l'espace pendant une année. Du coup, la lumière parcourt une distance d'une année-lumière en un an, une distance de 2 années-lumière en 2 ans, une distance de 5 années-lumière en 5 ans, et ainsi de suite. Comme la distance entre les deux étoiles est égale à 4,22 années-lumière, la lumière met alors 4,22 ans pour parcourir la distance entre les deux étoiles. Bonjour et bienvenue dans cet exercice sur la composition de l'air. Et on commence par l'énoncé. Le diazote constitue 78% du volume de l'air, alors que le dioxygène constitue 21% de son volume. Dans les conditions normales de température et de pression, 1 litre d'air pèse 1,3 g. Première question de l'exercice. Calculez la masse de l'air contenue dans une boîte de 50 litres. Deuxième question de l'exercice. Calculez le volume du diazote dans la boîte. Et troisième et dernière question de l'exercice. Calculez le volume du dioxygène dans la boîte. Tu peux mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver les bonnes réponses. On revient pour la correction dans 10 secondes. C'est parti donc avec la correction de l'exercice et on démarre avec la première question. La masse d'un litre d'air est égale à 1,3 g et on a 50 litres d'air dans la boîte. Du coup, la masse de l'air dans la boîte est égale à 50 multiplié par 1,3, ce qui donne 65 g. Deuxième question. On a le diazote constitue 78% du volume de l'air. Cette information peut se traduire par l'équation. Le volume du diazote est égal au volume de l'air fois 78 divisé par 100. C'est donc 50 litres fois 78 divisé par 100, ce qui donne 39 litres. Troisième question. On a le dioxygène constitue 21% du volume de l'air. Cette information est traduite par la formule. Le volume du dioxygène est égal au volume de l'air fois 21 divisé par 100. C'est donc 50 litres fois 21 divisé par 100, ce qui correspond à 10,5 litres. Voilà. J'espère que cet exercice t'a servi de bon rappel quant à la composition de l'air et que tu as compris comment traduire les pourcentages volumiques en formule. Merci de ton attention et on se retrouve dans une autre vidéo.